Donc là, c'est la formation de base pour commencer et réussir dans cette activité. C'est très important lorsqu'on commence cette activité d'être formé et d'avoir les rudiments pour pouvoir évoluer. Alors, cette formation est intitulée Les 9 piliers de succès dans le marketing des réseaux, en particulier avec cette merveilleuse entreprise Kedinas. Alors, Bill Gates dit que si on lui donnait la chance de recommencer, il choisirait le marketing des réseaux. Pour ma part, je crois que il lui dit parce que le marketing des réseaux est l'une des rares industries où on peut commencer à partir de rien. Parce que l'achat qu'on fait n'est pas un investissement, c'est un produit, un bien ou un service qu'on achète pour soi-même, qu'on consomme. Donc le réel investissement, c'est le temps, c'est l'effort et c'est les contacts qu'on investit dans l'activité pour avoir du succès. Donc c'est une activité qu'on peut commencer avec 0 francs et avoir du succès et devenir millionnaire. Donc c'est aussi une activité, l'une des rares activités où on peut apprendre en faisant. On peut faire des erreurs. Alors que pas mal de business où il faut investir beaucoup d'argent, on n'a vraiment pas droit à l'erreur. Ici, on peut progresser, croître, évoluer, apprendre, échouer même et avoir du succès après. Donc, c'est une plateforme qui permet cela. Alors, le premier pilier, et je vous invite à avoir de quoi noter et à prendre les notes. Et n'hésitez pas, à la fin, on pourra échanger par rapport à vos éventuelles questions. Le premier pilier dans ce business, c'est rêve et vision. C'est rêve et vision. Alors, le rêve, c'est quoi? Le rêve, c'est ce qui va nous orienter, qui va déterminer notre façon de progresser et nous donner la direction. Parce que si on n'a pas de rêve, si on ne sait pas pourquoi on se bat, le rêve, c'est tout simplement la réponse à la question pourquoi. Pourquoi je me lève? Pour travailler. Pourquoi je me lève pour passer un coup de fil, pour faire une présentation, pour inviter quelqu'un à un séminaire, pour entretenir quelqu'un, pour développer une relation. C'est parce que j'ai des objectifs à atteindre. Donc, il faut avoir un rêve et une vision pour s'en sortir dans cette activité. Alors, c'est bien de travailler dur, mais c'est encore mieux d'avoir de grands rêves. Et un rêve, c'est quoi? C'est quelque chose qui te fait vibrer. Ça doit être quelque chose qui te touche émotionnellement, qui te parle, qui te met en mouvement. Voilà, c'est pas juste quelqu'un peut dire voilà, je peux dire par exemple que mon rêve c'est d'acheter une grosse Mercedes. Ça peut me faire vibrer, ça peut me mettre en mouvement, ça peut me motiver. Par contre, c'est pas sûr que ça va te motiver toi, ça va te mettre toi en mouvement, ça va te stimuler. Donc, il faut quelque chose qui te donne de l'énergie, qui te donne envie d'avancer et qui te donne assez de courage pour ne pas abandonner lorsque tu fais face à des difficultés. Alors, tes rêves doivent être clairs, c'est-à-dire que tu dois savoir clairement ce que tu veux. Voilà. Un de mes mentors dit la complexité est l'ennemi de l'exécution. La complexité, c'est l'ennemi de l'exécution. Si tu ne sais pas clairement ce que tu veux, si ce que tu veux est flou ou complexe, beaucoup trop, voilà, ça va pas, tu pourras pas avancer. Donc, il faut que ce soit clair, il faut clarifier ton rêve. Il faut qu'il soit fort. Fort, j'ai envie de dire émotionnellement fort, quelque chose qui te touche, qui te parle, qui te stimule. Et il faut qu'il soit grand, suffisamment grand pour te mettre en mouvement. Pas aussi trop grand, parce que s'il est encore hyper grand, il risque de te décourager. Parce que imaginez-vous devant une barre de fer à 3 mètres de hauteur et on vous demande de sauter. Si vous n'êtes pas un athlète, peut-être même il faut de la perche. Si vous n'êtes pas un athlète, je ne pense pas que vous allez pouvoir vous en sortir. Donc vous allez tout simplement être découragé parce que le rêve est beaucoup trop grand. Par contre, si vous avez un rêve qui est suffisamment grand, pas trop grand, mais suffisamment grand pour vous stimuler, c'est très bon. S'il est encore trop petit, c'est pas intéressant parce que s'il est trop petit, il va pas vous stimuler non plus. Donc, il faut avoir des rêves grands, suffisamment grands pour vous faire bouger, mais pas trop grands pour vous décourager. Voilà, parce que vous allez rencontrer des difficultés, vous allez, voilà, comme la vie, hein, mais il faut savoir ce pourquoi on se bat, c'est ça qui va nous mettre en mouvement. Alors, les rêves, grands, oui, mais c'est mieux de les convertir en objectifs. Il faut les définir en objectifs, parce que le rêve, c'est quelque chose qu'on conçoit dans l'esprit, mais un objectif, on l'écrit clairement. Par exemple, je vais acheter, je sais pas moi, un terrain, je vais louer un appartement, etc. Il faut écrire, convertir ça en objectif clair que vous écrivez et auquel vous mettez une date.
Parce qu'un objectif aussi a une date d'exécution, une date à laquelle vous souhaitez avoir accompli cela. Vous pouvez par exemple dire, à la fin de mon premier mois dans cette activité, j'ai envie de faire minimum $100. Minimum $100, minimum $200, 300, $500. Tout dépend de comment, de ce que vous envisagez et de comment vous vous projetez, de la force que vous voulez mettre dans cette activité. Et ensuite, il faut passer à l'action. J'ai un de mes mentors, c'est un Américain, il dit massive action. Il faut avoir mené des actions massives de façon massive. Il faut mettre des actions, agir, agir et agir. Parce que oui, il faut rêver. Rêver ne suffit pas. Si on passe son temps à rêver, tant pis pour soi. La seule chose, c'est de passer à l'action. Parce que les gens croient souvent que le savoir est un pouvoir. Non, le savoir est un pouvoir potentiel. Le vrai pouvoir, c'est le savoir appliqué. C'est la connaissance appliquée. Et l'application, c'est les actions. Donc, au sortir de cette formation, il faut passer aux actions. Il faut mener les actions. Il faut faire ce qu'il faut faire. De petites actions. Ne pas attendre demain pour commencer à bouger, pour commencer à faire évoluer son activité, son business et commencer à se faire véritablement de l'argent avec cette activité. Alors, les rêves, les objectifs, à partir d'ici, je parle plus d'objectifs, doivent être smart. Smart, c'est-à-dire simple, mesurable, accessible, réalisable. Accessible et réalisable, c'est-à-dire ça doit être quelque chose qui est à votre portée. Voilà, j'ai pris l'exemple de la barre de fait à 3 mètres de hauteur, on vous demande de sauter, c'est pas accessible. Réalisable, voilà, il faut que accessible et réalisable, c'est plus ou moins la même chose, ça va dans la même logique. Il faut que ce soit quelque chose de réaliste. Voilà, vous pouvez pas, par exemple, dire que vous voulez acheter un terrain sur Mars. C'est vraiment, ça, c'est utopique. Voilà. Et en même temps, il faut y attacher un temps d'exécution. Vous voulez réaliser ce rêve quand? Voilà, cet objectif quand? Parce que il faut avoir des objectifs à atteindre avec ce business et attacher une date à chaque objectif. On distingue justement des rêves ou objectifs à court terme, à moyen et à long terme. Voilà. À court terme, comme je dis, par exemple, ça peut être au bout d'un mois. Au bout d'un mois, j'ai envie de gagner, par exemple, $200. À moyen terme, ça peut être, par exemple, je veux passer star dans cette activité. Star, ça veut dire que vous avez déjà accumulé 3 000 $ dans cette activité. Et à long terme, par exemple, je construis ma maison grâce à cette activité. Par exemple, à long terme, ça peut être 2, 3 ans. Vous vous dites, il faut que j'ai déjà ma maison, il faut que j'ai déjà mon véhicule, il faut que j'ai peut-être déjà mes appartements meublés que j'ai construits, etc. Donc, ça, c'est les rêves à long terme. Donc, alors, il va falloir faire la liste de ces rêves. Mais avant d'arriver à la liste, disons que le rêve, la vision, c'est plus ou moins le rêve, mais la différence entre vision et rêve, c'est que la vision, c'est une image que vous concevez dans votre esprit de comment vous voulez vous voir dans le futur. Et vous pouvez y associer aussi des émotions. Comment est-ce que vous voulez vous sentir? Comment est-ce que vous allez vous sentir quand vous serrez ce que vous voyez dans votre esprit de la personne dont vous allez devenir? Voilà. Vous associez l'image et l'émotion correspondante. J'imagine, par exemple, je me ferme les yeux là, à l'instant présent, et je m'imagine dans 2, 3 ans en train de me promener sur une plage dans les îles Caraïbes, avec les enfants en train de jouer sur le sable. Tout le monde est content, joyeux. Il y a le soleil, il y a les palmiers, etc. Je me sens vraiment bien, je respire l'air frais. C'est ça la vision. Vous visualisez dans le futur et vous vivez déjà les émotions que vous allez sentir à ce moment-là. Ça peut être une vision de soi dans 3, 6 mois, dans 2 ans, 5 ans, etc. Voilà. Donc, Tony dit, fixer des objectifs, c'est la première étape pour transformer l'invisible en visible. Parce que l'invisible, c'est les rêves et les objectifs. Le visible, c'est la réalisation de ces rêves et objectifs. Donc, ça commence par se fixer des objectifs. Quels sont les objectifs que vous fixez? En termes d'argent, ça peut être, par exemple, le tableau que vous voyez là, etc. Donc, voilà. Ça, c'est le niveau de leadership qu'on atteint dans le business. Vous pouvez aussi vous en servir pour vous fixer des objectifs ou des rêves à atteindre. Le deuxième pilier du succès dans ce business, c'est l'engagement. Et c'est à ce niveau qu'il faut vraiment passer à l'action.
Parce que, comme on le dit, rêver c'est bien, mais agir c'est mieux. Il s'agit ici de l'ensemble des efforts et stratégies que vous allez utiliser pour développer le réseau et réaliser par conséquent vos rêves. D'après Zig Ziglar, votre attitude, bien plus que vos aptitudes, déterminera votre altitude. C'est-à-dire que l'attitude de s'engager va déterminer le niveau de succès, c'est-à-dire l'altitude que vous allez atteindre. Voilà. Rêver, oui, mais c'est quoi le rêve? Si on, ou plutôt les objectifs, si on ne passe pas aux actions, si on ne s'engage pas vis-à-vis de ça. Donc, il va falloir s'engager vis-à-vis de ces rêves et vis-à-vis du business qui va nous permettre de réaliser ces rêves-là. Voilà. Vis-à-vis de ton rêve, est-ce que tu vas te décourager quand tu croises les obstacles? Non. Pense à tes rêves, pense à ta motivation, c'est ta source de motivation pour traverser les difficultés. Comment tu t'engages vis-à-vis de tes rêves? Quel de ce business qui va te permettre, qui est le véhicule, parce que le business au finish devient le véhicule qui va te permettre d'atteindre tes objectifs. Comment tu t'engages? Quel est le volume de temps que tu donnes par semaine? Quel est le temps que tu donnes par jour? Voilà. Ça peut être 2 heures par jour, 3 heures par jour. Qu'est-ce que tu fais de ces 2 heures par jour concrètement? Quelles sont les actions concrètes que si tu dis je m'engage 2 heures par jour à faire ce business, pendant les 2 heures-là, qu'est-ce que tu fais exactement? Si tu sais pas quoi faire, appelle ton leader, il va t'aider et t'orienter sur quoi faire. Donc l'engagement est capital pour réussir dans ce business. Et l'engagement dépend de la perception que tu as du business. Si pour toi, c'est un simple hobby, c'est un passe-temps, c'est une activité récréative, c'est un club social, parce que j'ai vu des gens dans cette activité finir par considérer que c'est un club d'amis. Ils sont plus là pour faire le business, mais ils sont heureux de se voir très souvent et de sympathiser. Non, on n'est pas ici. C'est vrai, il y a de la sympathie, on est bien ensemble, on est amis, et oui, bien, oui, mais on est là pour se faire de l'argent, on est là pour atteindre des objectifs, on est là pour construire une organisation qu'on pourra vraiment, si Dieu permet, léguer à nos héritiers. Donc, on n'est pas là pour s'amuser. On n'est pas là pour rêvasser. On n'est pas là pour... Voilà, c'est pas un hobby, c'est un véritable business. Le sérieux qu'on donne à ce business va déterminer notre croissance. La discipline. Qu'est-ce que la discipline? La discipline, c'est ce qui va te permettre, parce que tu as des objectifs, de te lever chaque jour, les 2 ou 3 heures que tu consacres à cette activité, de les donner et d'être efficace. La discipline ne regarde pas le feeling. On ne se lève pas le matin, un responsable de famille ne se lève pas le matin et dit, ah, aujourd'hui, je me sens pas bien, j'ai envie de faire la grasse matinée, je me couche, je dors un tout petit peu. Non, non. L'heure d'aller au boulot, il se lève, il va au boulot parce que c'est important. Parce que il doit déposer le pain sur la table, parce qu'il doit payer un loyer, parce qu'il doit vêtir ses enfants, il doit les soigner, les envoyer à l'hôpital quand ils sont malades. Donc, le fait, et ça, c'est des responsabilités, ou plutôt des objectifs, des engagements qu'il a. On est bien sur le pilier engagement. Ça, c'est les engagements qu'il a, qui lui donnent d'avoir la discipline de se lever tous les jours le matin à l'heure juste pour se préparer et aller au travail. Donc, la discipline ne regarde pas, non, j'ai envie, j'ai pas envie. Et à un moment, vous allez croiser des gens dans cette activité que non, j'aime pas trop si, j'aime pas. C'est pas une question de j'aime ou pas. C'est une question de est-ce que j'ai des rêves à tenir, à atteindre? Oui. Est-ce que je suis engagé vis-à-vis de ces rêves? Oui. Est-ce que je suis engagé vis-à-vis du business qui me permet d'atteindre ces rêves? Oui. Si tel est le cas, je suis discipliné. Je suis discipliné par rapport à mes engagements. Et je prends cela au sérieux. Je ne regarde pas, j'ai envie, j'ai pas envie. On s'en fout si vous avez envie ou pas. Mais si vous avez des objectifs à atteindre, envie ou pas, vous vous mettez en mouvement. Parce que quand on est responsable de ses rêves et de ce qu'on veut, on est discipliné, on n'attend pas, on est même autodiscipliné. On n'attend pas quelqu'un pour nous donner la discipline. On est autodiscipliné et c'est ce que je vous souhaite, d'avoir de l'autodiscipline, parce que en faisant ce business, vous êtes de véritables entrepreneurs et vous devez être capable d'automotivation, d'autodiscipline pour pouvoir mener vos actions. Bien évidemment, comptez sur nous, comptez sur vos uplines, vos dévanciers, mais d'avoir la discipline personnelle pour faire ce que vous avez à faire. Et effectivement, si vous êtes discipliné, vous allez avoir du succès. Nul doute, vous allez avoir du succès. Ne vous inquiétez même pas. Il n'y a jamais eu quelqu'un qui a eu de la discipline dans quoi que ce soit et qui n'a pas eu de succès. Encore moins dans ce business avec un tel potentiel. Le troisième pilier, c'est la liste.
La liste, il faut faire la liste de ses rêves. Alors, moi, je vous conseille de faire la liste de vos rêves. Écrivez 10 de vos rêves, 10 rêves, parmi lesquels vous pouvez faire 3, 3, 4. Par exemple, 3 rêves à court terme, 3 objectifs à moyen terme et 4 objectifs à long terme. Ou vous pouvez faire 3, 4, 3, 3 rêves à court terme, 4 rêves à moyen terme et 3 rêves à long terme. Vous écrivez ça. Prenez le stylo après cette formation, asseyez-vous et faites la liste de vos rêves. Ça, c'est le premier exercice que je vous donne et c'est le premier lieu où on va vérifier, où vous-même vous allez évaluer votre niveau de sérieux et d'engagement par rapport à cette activité. Ça, c'est le pilier 2. Est-ce, comment est-ce que vous êtes engagé par rapport à cette activité? Ça commence par les actions que vous menez. Donc, faites la liste de vos rêves. Très important. Écrivez ça en grand dans votre agenda ou bien dans votre cahier, votre bloc-notes, etc. Vous pouvez encore écrire ça sur un grand format, vous collez dans votre chambre. Chaque jour, vous vous levez, vous regardez comme ça vous regarde aussi. Vous comprenez que vous avez du pain sur la planche et ça vous rappelle que vous n'avez pas droit au sommeil. Voilà. Parce que la fortune n'est pas faite pour les paresseux, pour ceux qui dorment, qui rêvassent. C'est fait pour des gens qui sont engagés, hein, pour des gens qui committent, qui s'engagent par rapport à ce qu'ils veulent faire. Maintenant, après ça, vous allez faire la liste de vos contacts. Les contacts, c'est le capital de ce business. Je vous ai dit le temps et l'effort, mais le troisième capital, c'est la liste de contacts. Vous devez vous asseoir, prendre votre agenda, écrire sans réfléchir 50 noms pour commencer. Les gens avec lesquels vous pensez, en fait, que vous connaissez. Ne vous servez pas de votre téléphone. Pensez de tête à un tel, vous écrivez son nom, vous pensez à Vincent, à Caroline, à Juliette, etc. Vous faites la liste de 50 personnes sans regarder les noms dans votre répertoire téléphonique. Les noms qui viennent dans votre tête, écrivez-les. Parce que c'est ces noms-là qui sont vraiment des contacts réels. Parce que si ça pointe dans votre esprit, ça veut dire que c'est des vrais contacts. Alors que si vous prenez votre téléphone, vous allez écrire les noms des gens que vous n'avez pas vus, ça fait 100 ans. Et Dieu seul sait ce que ça va donner. Donc, ensuite, vous allez classer vos contacts par catégorie pour plus de clarté. On va revenir dessus et ça va vous permettre d'agir avec vision et confiance. Puis, la notion du triangle d'or, c'est quoi? C'est, vous savez, notre plan d'évolution est binaire. C'est-à-dire que vous êtes en haut là et vous avez votre premier partenaire à gauche et votre premier partenaire, votre deuxième partenaire à droite. Et vous-même plus les deux partenaires, ça forme un triangle qu'on appelle triangle d'or. Je sais pas pourquoi on appelle ça triangle d'or. Probablement parce que c'est les deux personnes avec lesquelles vous comptez miner l'or qu'il y a dans ce business. Vous allez réussir ensemble, vous allez vraiment avoir du succès ensemble. Et vous n'avez pas envie de donner ces deux positions à des pantins. Vous avez envie de donner ces deux premières positions à des gens que vous affectionnez, des gens que vous estimez, des gens avec lesquels vous voulez vraiment construire un empire qui va avoir du succès. Et c'est très important de bien choisir qui sont ces deux personnes qui vont constituer votre triangle d'or. Donc, pour classer vos prospects, ça, c'est le numéro 3. Classer les contacts, pardon. Comment classer vos contacts? Vous allez considérer, il y en a qui seront dans votre liste chaude. C'est les gens que vous connaissez, qui sont très proches de vous, votre cercle intime. C'est des gens qui sont vraiment proches de vous, que vous voyez presque tous les jours, que vous appelez presque tous les jours. Vous ne pouvez pas faire une semaine sans voir ces personnes. Ensuite, ce sera les personnes de votre liste tiède. Voilà, ça peut être des collègues, etc. Ou les personnes de votre liste froide. Les deux dernières listes-ci, les personnes de votre liste tiède et froide, c'est des gens que vous allez nurturer. C'est un néologisme emprunté de l'anglais. C'est des gens que vous allez nurturer, je ne sais pas comment je vais traduire, mais c'est des gens que vous allez entretenir la relation, essayer de faire évoluer la relation pour que la personne soit plus ou moins prête à la présentation. Voilà, plus ou moins prête, parce que vous ne pouvez pas lui parler du business tout de suite. Et la personne sera pas intéressée ou peu intéressée. Alors que ceux de la liste chaude, parce qu'ils vous sont, c'est des gens qui vous sont quasiment acquis, ils vont tout de suite s'intéresser à ce que vous dites. Si vous les invitez à un séminaire, à une conférence, à une présentation, ils vont venir sans trop d'efforts.
Voilà. Donc, pour classer votre liste de contacts, ceux qui sont dans votre liste chaude, vous leur donnez la note 3. Ceux qui sont dans la liste tiède, vous leur donnez la note 2. Ceux qui sont dans la liste froide, vous leur donnez la note 1. Donc, dans l'ordre des présentations, des invitations aux gens pour assister aux présentations, vous allez commencer par ceux qui ont la note 3. Ensuite, on va descendre vers ceux qui ont la note 2 et puis vers ceux qui ont la note 1. Mais avant d'avoir fini de présenter ceux qui ont la note 3, vous aurez déjà assez d'expérience dans le business pour savoir comment inviter ceux de la liste tiède et comment inviter ceux de la liste froide. Donc, on commence par ceux qui ont la note 3, ceux qui sont dans la liste chaude, parce que c'est pas trop compliqué pour les inviter. Donc après, vous allez gagner en expérience, etc. Et en général, on a autour de 3 à 5 personnes de notre liste chaude, hein. Et rarement, ça atteint 10, sauf si vous êtes vraiment quelqu'un qui a un très bon relationnel. Ensuite, les gens de la liste tiède, ils sont un peu plus nombreux. Voilà, sur les 50 noms, c'est-à-dire que dans vos 50 premiers noms, les listes chaudes, c'est maxi entre 3 et 10 personnes, vraiment au grand max. Ceux de la liste tiède, entre 20 et 30 personnes. Et ceux de la liste chaude, c'est au-delà. Mais quand vous faites 50 noms, c'est pas sûr que vous allez arriver peut-être au-delà. Voilà. Donc, voilà, les shows vous apprécient, on vous font confiance, sont prêts à prendre rendez-vous avec vous. Ceux qui sont tièdes comprennent ce que vous faites, mais c'est pas suffisant forcément pour prendre rendez-vous avec vous. Alors que ceux de la liste froide sont plus ou moins des personnes étrangères que vous venez de rencontrer à peine et ne savent pas forcément ce que vous faites. Le quatrième pilier de ce business, c'est la prospection. Si je vous demande prospecter, c'est quoi? Moi, je vous dirais prospecter, c'est approcher pour informer. Voilà. Mais c'est pas une activité que vous allez commencer tout de suite parce que vous avez d'abord les gens de votre liste chaude à qui vous devez présenter le business. Mais la prospection, c'est une activité importante dans cette activité parce que c'est une activité qui va vous permettre d'agrandir votre liste de contacts. On a dit 50 noms pour commencer. Mais vous voyez que plus vous allez rencontrer les gens, vous faire des amitiés nouvelles, etc., plus votre liste de contacts va grandir. Donc la prospection, c'est approcher pour informer. Informer la personne de qui vous êtes, de ce que vous faites, de montrer à la personne que vous êtes une personne sympa, que vous êtes quelqu'un de sociable, etc. Parfois sans intérêt, parfois sans arrière-pensée. La prospection peut aussi aller au-delà de ça. Ça peut aller au niveau où vous parlez même à la personne de vos produits. Vous avez de très bons produits d'entreprise, etc. Ou bien de votre opportunité, mais juste quelques détails. C'est pas encore la présentation, c'est juste la prospection, de vous faire connaître. Comme j'ai dit, approcher, parce que la personne n'est pas proche de vous, vous l'approchez. Donc, pour informer, vous n'êtes pas déjà, l'objectif n'est pas déjà de vendre. Vous n'êtes pas là pour vendre. Parce que si vous vous mettez que quand vous allez en prospection, c'est pour vendre, vous serez mal à l'aise et la personne aussi sera mal à l'aise parce qu'elle va se sentir agressée. Non. Vous n'êtes pas là pour lui vendre quoi que ce soit. Vous êtes là pour lui donner une information, pour qu'elle fasse de cette information ce qu'elle veut. Si elle veut, elle s'intéresse. Si elle veut, elle ne s'intéresse pas, tant pis pour elle, autant mieux pour elle en fonction de ce qu'elle décide. Voilà. Mais vous aurez fait votre rôle parce que vous aurez donné l'information. Et maintenant, si la personne est curieuse, si elle est ambitieuse, si c'est quelqu'un qui aime découvrir probablement, ou bien qui veut, voilà, développer un petit peu la relation avec vous, les choses vont aller un peu plus loin et vous aurez l'occasion, le moment venu, de présenter la personne. Donc, ça peut être dans un double sens vous faire connaître, de développer le capital confiance que la personne peut avoir en vous et de développer aussi, si je peux dire, votre image aux yeux de la personne, qu'elle vous voit comme quelqu'un de respectable et de respecté selon votre profil, selon ce que vous dégagez comme énergie, comme capacité à converser, à échanger. Mais aussi, ça peut être aussi dans le sens, comme je l'ai dit, dans la conversation, vous pouvez aussi parler, dire, par exemple, que vous êtes promoteur des produits de bien-être et de santé. Et voilà, des produits qui ont de très bons retours d'expérience, de sorte que si la personne a un réel besoin en santé, etc., ça peut déclencher un processus. Mais comme j'ai dit, c'est pas pour tout de suite, ça va venir avec l'expérience, après que vous ayez déjà référé 2, 3, 4, 5, 10, peut-être même 20 personnes dans le business. Vous allez au fur et à mesure devenir des experts en prospection pour faire grandir votre liste dans ce business. Le cinquième pilier, c'est l'invitation. Une fois qu'on a notre liste de contacts, donc
Premier exercice que je vous ai donné, c'est de faire la liste de vos rêves. Deuxième exercice, peut-être je ne l'ai pas précisé, c'est de faire la liste de vos contacts. Vous faites pour commencer la liste de vos contacts et une fois que vous avez fait la liste de vos contacts, vous classez cette liste à partir en personnes chaudes, de la liste chaude à la liste froide. Ceux qui sont chauds, c'est 3. Ceux qui sont tièdes, c'est 2. Ceux qui sont froids, c'est 1. Donc, vous faites ce classement-là. Et ce classement va être utile parce qu'il va déterminer l'ordre d'invitation. Nous sommes au pilier 5. Il faut maintenant inviter les gens à venir découvrir votre opportunité. Et comment on invite? On commence par la liste chaude. Voilà, inviter, c'est quoi? C'est proposer à quelqu'un de découvrir ton activité ou ton produit. L'objectif n'est pas de vendre immédiatement, tout comme la prospection, dont l'objectif n'est pas de vendre. Ici aussi, l'objectif n'est pas de vendre, mais de partager l'opportunité, de susciter l'intérêt. Voilà. Quelques citations. Le meilleur des médias, c'est le bouche à oreille. Brian Koslow. Lorsque vous parlez de vos produits ou de vos services, parlez en termes de solutions. Oui, en termes de solutions. Parce que ce que les gens achètent, c'est la transformation. Les gens veulent savoir que s'ils s'approchent de vous, s'ils utilisent les produits que vous proposez, ça peut les prendre de l'état A et les amener à l'état B. Voilà. Et c'est aussi le rôle des témoignages qui sont faits dans ce business. Quelqu'un va te dire, j'ai pris Rosenta, voici ce que ça a fait pour moi, la transformation. Voilà. Donc, lors de l'invitation, l'invitation peut se faire, il y a plusieurs modalités. Ça peut se faire au téléphone, ça peut se faire face à face. Il faut toujours s'assurer de tenir compte de sa voix, de parler à haute voix, un peu comme je parle là. Je suis seul, mais je vous parle à haute voix et je pense que vous pouvez sentir ça. Il faut parler avec passion. Il faut que les gens sentent que vous êtes convaincus, vous savez de quoi vous parlez, vous ne racontez pas des balivernes. Et ça se dégage, et tenez compte aussi de votre posture. La posture que vous avez, même si l'interlocuteur ne vous voit pas, il peut sentir que vous dégagez une bonne énergie par rapport à la posture que vous occupez au moment de l'appel. Il y a des postures de confiance et il y a des postures d'hésitation. Si vous êtes affalé sur votre fauteuil, tout fatigué, écrasé par le poids de la journée, quand vous parlez au téléphone, on sent que vous n'avez pas d'énergie. Par contre, si vous êtes assis droit dans votre fauteuil, épaules dégagées, poitrine ouverte et téléphone à l'oreille, quand vous parlez à la personne avec confiance, elle ne vous voit pas, mais elle sait que vous êtes en confiance, elle sait que vous dégagez une bonne énergie. Donc, c'est très important pour l'invitation. L'invitation doit tenir compte d'un lieu, d'une date et d'une heure. Lieu, date et d'une heure. Ensuite, vous devez donner un petit peu de détails. Pourquoi? Parce que même lorsque la personne est dans votre liste chaude, elle a quand même besoin d'un peu d'informations, de savoir de quoi il s'agit. Si la personne est dans votre liste tiède et froide, elle a davantage besoin d'informations et vous devez lui donner un peu d'informations, pas beaucoup. Juste la quantité d'informations nécessaire pour susciter son intérêt et pour éviter, ça c'est pour les personnes de votre liste tiède et froide, pour éviter que la personne vous demande, il s'agit de quoi? Et voilà, c'est vrai que les gens aussi de la liste chaude peuvent vous demander il s'agit de quoi, mais la dynamique est différente. Ceux de la liste chaude, quand ils vous demandent il s'agit de quoi, ils sont curieux. Par contre, ceux de la liste tiède et froide, ils sont méfiants. Et il faut éviter qu'ils tombent dans la méfiance. Donc, vous vous anticipez dans l'invitation, vous donnez un petit peu d'informations. Je vous donne un exemple. Allô, comment tu vas? J'espère que tu as passé une bonne journée. Vous papotez un peu comme vous avez l'habitude de faire avec la personne, si c'est ce que vous faites d'habitude. Et à un moment, vous placez votre invitation. Et je vous donne une petite astuce. Avant de placer l'invitation, donner un prétexte. Parce que si vous avez appelé la personne et que vous avez causé peut-être 2, 3 minutes des nouvelles, etc., au moment de placer l'invitation, il faut savoir qu'une fois après avoir placé l'invitation, il va falloir raccrocher. Vous ne pouvez pas inviter quelqu'un et à la fin, vous lui racontez encore un tas de choses. À la fin, la personne est confuse. Elle ne sait pas exactement ce qui est important dans tout ce que vous avez raconté. Voilà. Donc, quand vous appelez pour l'invitation, évitez de durer au téléphone, saluez, prenez les nouvelles, donnez les nouvelles, papotez un tout petit peu, 2 à 3 minutes, mais à un moment, il va falloir
À un moment, il va falloir passer l'invitation et dès que vous passez l'invitation, vous devez raccrocher. Et comme je disais, l'astuce, c'est quoi? Vous pouvez dire à la personne que, ah, j'étais sur le point de sortir de la maison, mais j'avais quelque chose d'important à te dire. Donc, juste avant de sortir, j'ai tenu à t'appeler parce que demain à 15 heures, nous organisons une conférence à tel niveau pour parler de santé et de bien-être. Voilà, et je tiens à ce que tu sois là. Est-ce que tu peux te rendre présent à cette heure-là, demain à 15 heures, pour suivre la présentation? Tu verras, ça va être intéressant. On va discuter de santé et de bien-être. J'ai commencé à travailler avec une entreprise qui fait la promotion des produits dans ce style-là. Et voilà, je suis sûr que tu vas aimer. Est-ce que tu peux être disponible à 7 heures? Si la personne valide, c'est très bien. Donc, j'ai été un petit peu long, mais ça dépend en fonction de qui est là, en fonction de qui vous avez au téléphone. Vous pouvez être plus ou moins long ou plus ou moins court. Donc, c'était juste un exemple. Mais vous pouvez inviter avec vos uplines directs, vos leaders directs, qui vont, en fonction du profil du prospect, vous dire exactement, ou plutôt vous aider à avoir le message plus ou moins clair. Parce que l'exemple que je viens de prendre est un peu sommaire. Voilà, mais il n'est pas vraiment contextualisé en fonction du profil de qui on invite. Voilà, je t'invite samedi à 17 heures à l'hôtel La Falaise pour une conférence santé bien-être que j'organise avec mes partenaires dans notre activité. Est-ce que tu veux bien te rendre présent, disponible pour voilà, ça va être intéressant. Voilà, des choses de ce genre. Et vous essayez de caler le rendez-vous. Donc, inviter le marché chaud, marché tiède, marché froid, etc. Ça, bon, ça, c'est à voir avec vos leaders. Donc, on a deux grandes. Ça, là, on est au pilier 6. Le pilier 6, c'est la présentation. La présentation, c'est pas à vous de la faire. Votre job, c'est d'inviter les gens à la présentation. Et il y a deux types. Ça peut se faire en présentiel. Deux grands types en présentiel, c'est-à-dire dans les bureaux, sous forme de petits séminaires. On en a organisé un récemment à Bastos. Sous forme de grands séminaires, on en a organisé un le week-end dernier à l'hôtel La Falaise, ou bien à la maison ou bien dans un café calme. À la maison, vous pouvez par exemple inviter deux, trois amis et vous leur dites, ah, je vous invite à la maison samedi à telle heure pour qu'on puisse échanger d'un sujet important. On va peut-être avoir un petit apéro ensemble, mais ce sera l'occasion de discuter d'un business ou plutôt de discuter des produits de bien-être que je veux vous présenter. Bref, quelque chose du genre. Vous pouvez même être, ça dépend. Si c'est des gens vraiment qui sont dans votre marché chaud, dites-leur juste que vous allez les inviter pour un apéro et pendant l'apéro, vous allez discuter d'un sujet important. Si les personnes, quand les personnes viennent, elles sont deux, trois, voire cinq, avec votre leader, à un moment, vous faites la présentation. Vous faites la présentation et on échange. Voilà, ça peut être à la maison, ça peut être dans un café, etc. Donc, l'autre type de présentation, le deuxième grand type de présentation, c'est en ligne, sur Zoom, ou Facebook, Google Meet, webinaire, etc. Ça peut se faire en un à un ou en groupe, non en ligne. Voilà. Le septième pilier, c'est le suivi. Le suivi, c'est quoi? C'est ici, on a mis entre parenthèses 7 étoiles pour dire que c'est très important. C'est pas que le suivi qui est 7 étoiles. Moi, je dirais invitation, présentation, suivi, c'est 7 étoiles parce que tout commence à l'invitation. Comment est-ce que vous invitez? La qualité de votre invitation, la qualité de la présentation et la qualité du suivi va déterminer si les gens s'engagent avec vous ou pas. Voilà, ça se fait 24-48 heures, c'est-à-dire après avoir présenté l'activité à quelqu'un le lendemain ou le surlendemain, vous devez appeler la personne, s'asseoir avec elle dans un endroit calme pour l'aider à se décider à faire son achat. Parce que 80% des gens n'ont pas confiance en elle. Il faut aider ces personnes à se décider. Voilà. Souvent, le lendemain de la présentation ou 2 jours après, les gens ont des questions et traversent des doutes, des inquiétudes, se posent des questions. Parfois, ils n'ont jamais entendu parler des produits dont vous parlez. Parfois, ils n'ont jamais entendu parler du modèle d'affaires dont vous parlez. Donc, ils sont parfois noyés dans des inquiétudes, des questions. Il faut que vous vous rendiez présent. D'abord pour les libérer de ces inquiétudes et de ces doutes, et ensuite pour les aider à se décider à vous rejoindre. Pour moi, le suivi idéal, c'est deux personnes, c'est-à-dire vous-même qui avez présenté et peut-être un profil, quelqu'un qui a le profil de la personne à qui vous avez présenté le business.
parfois plus un leader expérimenté qui peut vous accompagner dans le business. Donc, vous pouvez faire le suivi face à face, vous pouvez aussi le faire en ligne, un peu comme les présentations qui se font en ligne ou face à face. Voilà. Le suivi à 5 étapes, mais moi, je vous résume ça en 3 étapes pour que ce soit facile pour vous à réunir, à retenir. Je vais éclipser l'introduction parce que ça va de soi. Quand vous rencontrez quelqu'un, vous vous saluez, vous sympathisez, donc ça va de soi. La première des 3 étapes du suivi, c'est la phase des questions-réponses. Ah, tu sais, hier, je t'ai présenté un business aujourd'hui. Avec le recul, j'imagine que tu dois avoir des questions, des zones d'ombre, des sujets sur lesquels tu aimerais avoir plus de clarté. Vous pouvez même faire le suivi tout seul si vous vous sentez capable. Voilà. Bien avec un leader. Et quand vous dites ça à la personne va effectivement vous poser ces questions, etc. Après cette phase de questions, elle pose des questions et soyez empathique. N'écoutez pas les questions juste dans l'intention d'apporter une réponse parce qu'il y a souvent des gens qui disent à la personne, pose tes questions, mais en réalité, elle veut pas écouter. Elle veut juste réfléchir, elle veut juste répondre aux questions sans vraiment entrer dans l'intelligence des questions de la personne. Donc, soyez empathique, ayez de l'empathie pour les questions posées. Essayez de vous demander qu'est-ce que la personne veut réellement comprendre, quel est le sous-entendu, quelle est sa réelle préoccupation derrière la question posée et répondez aux questions. Une fois que vous avez fait ça, c'est la phase du storytelling où vous racontez une histoire qui se rapporte au prospect, au profil de la personne, à ses préoccupations qui se sont dégagées des questions qu'elle a posées. Vous racontez une histoire pour aider la personne à prendre conscience qu'elle a aussi besoin soit de ce produit, soit de ce business. Donc, c'est tout souvent l'un ou l'autre ou bien les deux. Donc, le storytelling peut se rapporter au produit par rapport à la personne elle-même ou bien par rapport à un membre de sa famille, ou bien ça peut se rapporter au business où vous montrez à la personne qu'elle a besoin aussi de cette activité pour se faire un revenu, pour se faire de l'argent. Donc, c'est très important le storytelling, la prise de conscience pour aider la personne à prendre conscience de l'importance et de la nécessité de vous rejoindre. Et la dernière étape sur les 3 étapes, c'est le closing. Le closing, c'est d'obtenir de la personne de s'engager à faire l'achat et à faire l'activité avec vous. Voilà. Et d'obtenir d'elle une date d'achat, une date à laquelle elle va commencer. Donc, soyez professionnel. Sachez qu'une personne qui commence avec basique peut passer platinum à tout moment. Donc, ne simplifiez pas un achat. Tout est important. La duplication, c'est le 8e pilier. C'est le pilier où vous allez apprendre de vos leaders. Comme vous êtes en train de suivre de la formation de moi, vous en inspirez. Vous allez vous en inspirer aussi pour former d'autres personnes. Cette vidéo est enregistrée. Vous pourrez, par exemple, la regarder plus tard avec les gens de vos organisations. Donc, c'est ça la duplication. Je donne l'exemple et l'exemple qui est donné, les personnes de mon organisation copient cet exemple et développent une culture des gens qui sont formés, qui sont motivés et engagés par rapport à leur business et qui essaient de développer de bonnes relations avec les membres de leur équipe. Donc, c'est ça la duplication. Ce que j'apprends, je le communique, je le transmets aux gens de mon organisation pour qu'ils soient tout aussi expérimentés que moi, tout aussi engagés, tout aussi déterminés et travailleurs. Et que de personne en personne, l'organisation évolue. Dans un moment, vous aurez 100 personnes, 1000 personnes, 10 000 personnes dans vos organisations, 100 000 personnes, pourquoi pas. Dinas vise 1 million de distributeurs engagés d'ici 2028. Si vous avez 100 000 dedans qui ont une bonne duplication, une bonne culture d'équipe, ce sera magnifique pour vous. Et enfin, le 9e pilier, c'est de consulter son leader. Donc, chaque fois que vous avez une préoccupation, une question qui vous traverse l'esprit, que vous ne savez pas quoi faire, appelez votre leader et posez-lui la question. Chaque fois qu'un prospect vous pose une question et que vous ne savez pas quoi dire, vous ne savez pas quoi faire, appelez votre leader, consultez-le. Consultez son leader à chaque fois que vous êtes buté, à chaque fois que vous ne savez pas quoi faire et que vous ne savez pas comment évoluer, consultez votre leader. Donc, c'est la fin de cette formation. J'ai essayé d'être assez rapide, en fait pas rapide, mais de faire en sorte que ce soit pas trop long pour que ce soit quelque chose qu'on peut s'en servir sur le long terme. Donc, Robert Kiyosaki dit, par exemple, que les gens riches bâtissent des réseaux et les autres se débrouillent à faire autre chose. Donc, nous avons la chance d'avoir ce business de marketing des réseaux, comme tous les autres personnes riches qui développent d'autres types de réseaux, pas forcément des réseaux marketing. Nous avons la chance d'avoir ce système. Servez-vous-en pour évoluer.
Bonne soirée.